présentation sur comment préparer son sac vidéo. Alors, avant de commencer cette présentation qui devrait durer, allez, 35-40 minutes, et le reste, ça sera en général des questions de votre part. Donc, avant de commencer, je vais vous donner quelques conseils pour bien suivre ce genre d'événement. Je ne sais pas si vous la faites souvent, en tout cas pour nous, c'est maintenant presque un classique sur Auto de la vidéo. Donc, avant de commencer, quelques conseils. Le premier, c'est d'allumer ou d'augmenter le volume de vos enceintes ou de vos parleurs si vous ne m'entendez pas. Donc, on va faire un petit jeu et puis du coup, ça va vous permettre de découvrir le module de questions qui se trouve normalement sur votre droite dans le petit panneau qui s'est ouvert. Est-ce que vous pouvez juste, pour les personnes qui sont là ce soir, me confirmer que tout le monde m'entend bien? Et puis, si tout le monde m'entend bien, je vais continuer. Sinon, je peux regarder ce qui se passe en tout cas, essayer d'améliorer les choses de mon côté. Alors, je vous laisse 3 secondes. Allez, 5 pour ceux qui font des vraies phrases construites, mais bon, apparemment c'est tout bon. Donc on va continuer. Autre chose, on va avoir beaucoup de choses ce soir, donc beaucoup de choses pour faire de la vidéo, réaliser des vidéos dans de bonnes conditions, et vous allez aussi prendre des conseils sur les types de sorties que vous pouvez faire. Donc prenez de quoi prendre des notes. Papier, stylo. Pour ceux qui sont écolos, l'iPad avec Evernote marche très bien. Donc voilà, prenez quelque chose pour prendre quelques notes. Et comme je vous l'ai dit, on est presque ensemble pendant 40 minutes. Donc prenez de quoi vous hydrater, donc de l'eau ou autre, on est dimanche soir, mais toujours avec modération si ça reste de l'alcool évidemment. Mais voilà, prenez quelque chose pour boire. Moi le premier, j'ai de l'eau à côté de moi. Parce que pour le coup, moi j'ai parlé pendant 30 à 40 minutes. Alors, pour que ça se passe dans de bonnes conditions, je vais vous conseiller d'éteindre portable, télévision, radio, alors principalement le smartphone, c'est le premier à nous perturber avec les notifications qu'ils nous font aujourd'hui, donc voilà. Essayez de vous couper de ce monde-là pendant 30 à 40 minutes, c'est un peu comme si on était en cours. Voilà, on essaie d'être discret et on éteint un peu tout ça. Pour avoir un son et une image de qualité, on est quand même sur Internet, donc vous êtes nombreux ce soir, donc plus on est nombreux, plus c'est compliqué d'entendre une conférence. C'est le gros avantage du logiciel que j'utilise là, c'est que c'est hébergé, et c'est pas moi qui l'héberge. Néanmoins, voilà, si vous êtes en train de faire des téléchargements, du Skype ou toutes ces choses-là, essayez de les éteindre au moins pendant le temps de la conférence. Si vous avez un téléchargement en cours, vous le mettez en pause. Sur Vimeo, évidemment, hein. Si vous êtes en train d'uploader une vidéo, vous pouvez très bien arrêter le téléchargement. Donc voilà, prenez quelques secondes pour arrêter tout ça. Ça vous permettra d'avoir le son et l'image, tout ce qu'il y a de plus clair. Alors, ces conférences en ligne, donc en fait on est deux à les animer ce soir. Donc Céline qui se présentera après, donc vous verrez qui est ma femme, enfin vous verrez pas mais qui est ma femme. Et donc on a voulu créer ces conférences en ligne, alors on les a appelées masterclass, après on les a appelées formations, puis on aime bien le mot conférence, où on avait tout simplement envie de partager notre passion pour la vidéo et la photo. Et dans ces masterclass, on abordera plusieurs sujets. Des astuces, tout simplement, des bons plans, quand il y en a. En ce moment, il y a un très bon plan sur le GH4, hein, pour ceux qui voudraient faire un beau cadeau pour Noël. Des tutoriels. Et voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça dans ces masterclass, donc c'est hyper instinctif, c'est-à-dire que voilà, ça se passe comme ça. Après, dans l'avenir, il y aura peut-être... Alors j'ai déjà essayé dans des masterclass des démonstrations sur Final Cut Pro 10 ou Premiere Pro. C'est moi qui n'étais pas très doué vu que j'allais trop vite pour le logiciel pour le coup, donc voilà, la prochaine fois qu'on en fera, ça ira un tout petit peu plus lentement. Mais ça ne saurait tarder ce genre d'événement. Et pour vous être informé de toutes les nouvelles dates et de la mise à jour, voilà, inscrivez-vous à la newsletter. Moi, ça me permet de vous envoyer un petit mail pour vous contacter et vous dire tiens, il y a une nouvelle date. Voilà, profitez-en, c'est gratuit, vous recevez l'ebook en plus au passage, on en parle à la fin. Et on va attaquer tout de suite cette présentation. Alors, je vous le disais tout à l'heure, donc on est Céline et Guillaume Monceron. Donc on est tous les deux passionnés par la photo et par la vidéo, c'est deux passions qui nous animent. On a notamment créé quelques sites, donc le premier c'est Photopassion qui est notre plus ancien, qui date de 2006 de mémoire. Donc on va une petite capture. On a aussi créé du coup autour de la vidéo, ce qui nous rassemble ce soir sur
cette présentation. Et on a GoPro FR qui est la première communauté GoPro en France. Donc c'est un forum qu'on a créé il y a 3 ans maintenant, je crois, qui réunit tous les passionnés de caméras sportives, parce que GoPro, bah, ça a gardé le nom, mais ça fait plus que ça. Donc voilà, on, on a créé ce forum-là. Je vais laisser Céline se présenter 3 secondes et son parcours, et puis bah, je vous reprends après, juste pour le début des slides. Bon, ben bonjour tout le monde. Alors, petite anecdote marrante, je beau être une femme, j'adore discuter, mais Guillaume me pique souvent la parole. Donc, Guillaume parle beaucoup, il a la gentillesse de me laisser parler ce soir. Donc voilà, donc comme il dit, on est passionnés tous les deux de photos et de vidéos depuis quelques temps. On s'est même rencontrés à cause de ça, ou grâce à ça. Et donc forcément, on vit de notre passion un peu tous les jours. Et voilà, donc on est ravis tous les deux d'être ici ce soir pour cette conférence. Donc je vais reprendre la parole poliment. Donc, on va parler d'abord des types de sorties, d'accord? Donc, on est en période des fêtes de fin d'année, c'est un moment magnifique, c'est un moment joyeux, c'est un moment tout ce qu'il y a de plus chaleureux, on voit nos familles, on voit nos amis, enfin bref, on passe des moments géniaux. Et le gros avantage de cette période-là pour nous vidéastes, en tout cas ceux qui s'essayent à la vidéo, c'est de pouvoir ou d'avoir la possibilité de faire des vidéos extrêmement différentes, d'accord? Sur une très courte, enfin sur une période qui est assez longue, je vais dire très courte, mais non, mais qui est assez longue, ça va à peu près, les simulations commencent début décembre, pour terminer quasiment fin janvier, au moment de la galette des rois. Donc, premier type de sortie que vous pouvez faire, c'est des sorties où vous allez réaliser des vidéos d'architecture. D'accord? On est sur le cadre de... On a la chance, donc là c'est un exemple de notre mairie à nous, de notre commune, on a la chance d'avoir des bâtiments où les maires et les communes font extrêmement attention à ça. Donc elles ont le plaisir de décorer leurs bâtiments. Et du coup, ces bâtiments-là prennent une nouvelle forme. On a la chance, nous, dans notre ville, d'avoir une très belle mairie, mais non, c'est pas toujours le cas. Et en général, au moment des fêtes de fin d'année, eh ben, tout devient magnifique. C'est-à-dire que tout bâtiment devient joli. Ils ont mis des spots, un peu d'éclairage. Ça vous permet de voir votre ville, ou en tout cas les bâtiments, pour- soit pour Paris, soit pour sa province, soit pour des grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Toulouse, voilà. Il y a la possibilité de revoir ou de redécouvrir nos bâtiments de ville qu'on a souvent un peu délaissés en termes de vidéos, parce que peu d'intérêt comme ça, brut, sauf pour un reportage de commune. Maintenant, quand on est dans le cadre d'un vidéo reportage où on se dit, bah tiens, je vais faire les fêtes de Noël, je vais faire un truc j'allais dire chialer, mais un peu poussé, allez voir vos bâtiments, vous allez voir, vous allez les redécouvrir. L'autre type de sortie que l'on peut faire, c'est des sorties où on va se focaliser sur la lumière. Alors ça, c'est la magie, hein, c'est ce que j'appelle moi la magie de Noël ou la magie des fêtes de fin d'année. Tout est beau, d'accord? Les lumières en général sont hyper jolies. On peut jouer avec le bokeh, donc la profondeur de champ courte, et on peut même s'affranchir de la mise au point. La preuve, cet extrait, où on voit une vidéo où le fond est dans le flou, qui c'est pas net du tout, et le devant est net, mais on le devine quasiment pas. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est toute cette partie de lumière. Et l'autre point, c'est les décorations. Ça, c'est aussi un petit peu, alors, normalement, une grande partie de nous, en revanche, nous, non, mais une grande partie des gens ont fait leur sapin de Noël, donc c'est le moment où il est décoré. Prenez-le, prenez-le en vidéo, faites presque un vidéo reportage de votre sapin. Vous avez mis des boules, vous avez mis des guirlandes, vous l'avez décoré avec les enfants ou même avec les adultes, vous avez mis de la lumière dessus. C'est tout simplement avec des petites choses comme ça, vous pouvez, nous quand on va le faire, on va sûrement faire un petit vidéo reportage à la décoration de notre sapin. Parce que c'est Noël et que c'est les belles couleurs c'est des belles choses qu'on peut filmer facilement. Ensuite, encore une fois, grâce aux communes et aux mairies, il y a quelque chose qui est décoré, c'est les vitrines des magasins. Alors, nous, pour notre part, on a la chance d'habiter à côté de Paris. Chance ou malchance, ça dépend d'où on se place. Mais on a la chance d'habiter à côté de Paris, donc on a les vitrines de Noël des
grands boulevards où ils investissent énormément pour que les gens viennent voir ces vitrines. Et ça, il faut en profiter parce qu'après tout, c'est disponible. Donc, je prends l'exemple des vitrines des grands magasins, mais tous les commerçants font attention à la déco, en général, ils écrivent sur leur vitrine, ils mettent des boules de Noël, ils mettent... Bref, il y a toujours moyen de filmer quelque chose dans une vitrine. Les chocolatiers, par exemple, font des choses magnifiques pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Donc profitez-en, allez les filmer. Vous allez voir, vous allez pouvoir en tirer quelque chose d'extrêmement sympathique. Autre type, qu'on va pouvoir par contre cette fois lier plus dans un vidéo reportage construit, c'est-à-dire que pour le coup, faut l'intégrer dans votre scénario, c'est les portraits. Alors là, on est encore une fois sur les grands boulevards et il y avait, vous vous en doutez bien, plein d'enfants qui étaient ébahis devant ces vitrines de Noël qui sont juste magnifiques. Si vous les filmez, alors je vais pas vous parler de législation ce soir, pour ma part, j'avoue que je me prends beaucoup moins la tête avec ça, mais voilà. Vous les filmez, vous les intégrez dans votre vidéo reportage, et du coup, ça vous donne une touche d'humanisme, un peu de dynamisme aussi, mais voilà, ça vous donne une petite profondeur plutôt sympathique autour de ça. Et alors, dernière chose, c'est euh, purement au moment du 24 au soir ou du 25 au matin, c'est le déballage de cadeaux. Alors, on vous a pas mis d'exemple là, tout simplement parce que ça, pour le coup, nous, on considère que c'est extrêmement personnel. C'est un moment extrêmement familial, extrêmement joyeux, pour le coup. Mais voilà, si vous avez l'occasion de diffuser vos vidéos sur Internet et que vous avez ces moments-là, nous, on vous invite à les garder pour vous, d'accord? Sauf si c'est à destination des vidéos de famille. Mais voilà, c'est pour que ça termine sur YouTube ou Vimeo. Essayez de garder ces moments-là pour vous. Les réseaux sociaux de partage ne sont pas forcément comme Facebook, on est obligé de tout savoir. Alors, si vous doutez bien que si je pars ou si on part tous les deux de notre côté faire les vitrines de Noël, on va pas partir avec 3 boîtiers, 5 optiques, 2 chargeurs, 5 batteries, 10 cartes SD, 4 trépieds. Malheureusement, c'est ce qu'on voit encore un petit peu, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de vidéastes, alors avec énormément de matériel. C'est-à-dire qu'ils ont des optiques, ils ont des boîtiers, ils ont un trépied. Faut pas oublier qu'en général, pour notre part en tout cas, quand on part dans ces endroits-là, déjà il y a énormément de monde. Euh, si on prend les vitrines de Noël, c'est juste la folie. Puis tout ce matériel-là, bah, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc en fonction du type de sortie, on n'emportera pas du tout, pas toujours, le même matériel, ni les mêmes accessoires. Et encore moins du coup, le même sac. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de boîtiers, du nombre d'optiques, vous n'allez pas du tout avoir le même type de sac. Alors, avant de passer la main à Céline sur la partie sac, parce que ça c'est vraiment son domaine, sans mauvais jeu de mots, sac à main, euh, vous allez nous dire dans les questions, tout simplement, bah, aujourd'hui, quel type de vidéo vous faites euh, quel type de vidéo vous faites et surtout avec quel type d'équipement vous le faites. Est-ce que c'est un hybride, un compact, un réflexe, un smartphone, une caméra? Voilà. Dites-nous dans le formulaire de questions, moi ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous faites comme vidéo. Ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est avec quel type de matériel. Et dans 10 secondes, c'est Céline qui vous parle des sacs. Bon, bah, on va passer donc au sac. C'est Guillaume qui garde la main sur les slides, donc je risque de lui faire des petits pics de temps en temps quand il aura oublié de tourner les slides. Donc, le choix du sac. Très important, tout aussi important qu'un sac à main, comme il peut le dire. D'ailleurs, on rigole pas, mais il existe des sacs à main de femmes spéciales justement pour la photo et pour la vidéo. Ça, c'est génial, ce qui fait que vous passez inaperçu. Et vous êtes quand même féminine. Ça, c'est pour un petit aparté pour les femmes.
Et ça reste de très beaux cadeaux également que les hommes peuvent faire à leur chérie. Alors, non, mais hein, c'est juste pour rigoler, mais faut savoir que Guillaume m'en a quand même offert déjà deux. Ne croyons pas, il sait faire de beaux cadeaux. Donc, le choix du sac, ça va forcément dépendre du type de sortie que vous allez réaliser. Forcément, vous n'allez pas prendre le même sac en fonction de ce que vous allez faire. Donc, sur une sortie longue, vous n'allez pas forcément prendre le même sac que sur une sortie courte. Alors, désolé, je pense que vous, comme moi, on n'a pas de slide. Voilà. Euh, donc, la chose la plus importante, premièrement, il faut que votre sac soit confortable. Ne prenez pas un sac déjà qui a, j'en sais rien, des aiguilles qui sont en train de sortir du bas du sac, qui va venir vous piquer, que vous trouvez trop lourd, que vous trouvez trop petit. Il faut absolument que vous le trouviez confortable. Deuxième point, il faut que votre sac ferme. Alors c'est tout bête dit comme ça, mais nombre de personnes qui laissent leur sac soit ouvert parce qu'ils n'ont pas mis l'attache, soit le sac qui ne ferme pas parce que je sais pas, les scratchs ne tiennent plus, ça peut vite devenir catastrophique. Alors pour deux raisons, pour les chutes, mais aussi pour les voleurs. Alors, petite anecdote qui vient d'un ami qui est photographe. Il a fait il ferme d'habitude toujours son sac. Cette fois-ci, il n'avait pas mis l'attache. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une personne a pris son sac pour le bouger. Malheureusement, c'est là où le sac s'est complètement éventré. Et bon, il avait un réflexe avec 3-4 optiques dans le sac. Vous imaginez bien que tout ça qui tombe de 50 centimètres, 1 mètre de hauteur, ça fait quelques dégâts. Heureusement, il y avait l'assurance civile a fonctionné, sauf que bon, ça reste quand même, on va dire, assez désolant et assez triste de voir toutes ces optiques par terre et les lentilles cassées. Donc, première règle déjà, vous prenez un sac qui ferme et surtout vous le fermez. Ensuite, quel type de sac? Alors, on les a séparés en deux parties. Première partie, donc les sacs bandoulières, et deuxième partie, on parlera des sacs à dos. Donc le sac bandoulière, donc par exemple, j'ai mis un petit exemple de sac. Euh, Personnellement, avant, je le prenais tout le temps. On est parti une semaine à New York où j'avais pris que ça. Bah, au bout du deuxième jour, mon épaule était, on va dire, assez fatiguée et on a fini bah, dans les grands magasins à acheter un nouveau sac à dos. Donc le sac à bandoulière, je vous conseille de le privilégier déjà quand vous avez besoin d'accéder très rapidement à votre matériel et aussi quand vous faites des randonnées qui sont courtes, par exemple de 3 heures. Le sac en bandoulière, du coup, vu qu'il est devant vous ou juste sur le côté, vous pouvez donc changer vos optiques. Alors là, je parle pour les personnes qui font de la vidéo essentiellement avec des réflexes ou avec des hybrides. Donc vous allez pouvoir en fait changer vos optiques très rapidement. Pareil pour les personnes qui utilisent d'autres caméras, vous allez avoir après accès à tout le matériel que vous avez. Alors un petit exemple, donc là on a pas mal parlé justement des vitrines des Galeries Lafayette. Donc là typiquement c'était, par contre on habite sur Paris, hein. C'était parfait dans ce genre de cas. On était parti faire une petite sortie vidéo pendant 2-3 heures à peu près. Donc le sac en bandoulière était parfait à ce moment-là. Il nous a permis justement d'avoir accès à notre matériel. Et autre petit point, le sac, on l'avait placé, enfin moi je le plaçais devant moi, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde le soir. Donc le sac était placé devant moi, ce qui fait qu'en fait, dès que je bougeais et dès que je ne filmais plus finalement, j'avais toujours une main dessus. Donc en plus du fait qu'il était fermé, je pouvais vraiment contrôler si quelqu'un allait essayer de me l'arracher ou de le prendre ou de tout simplement essayer de piquer dedans, quoi. Donc très intéressant donc le sac en bandoulière justement pour les petites sorties. Maintenant, si on passe au sac à dos. Donc le sac à dos, c'est quelque chose d'un petit peu plus gros en général, qui a un avantage et un inconvénient, c'est que déjà vous pouvez transporter énormément de matériel avec celui-là, mais également, euh, euh, pardon, excusez-moi, vous pouvez transporter énormément de matériel avec ce genre de sac, et aussi il est porté au niveau du dos. Donc vous avez forcément les deux épaules
qui prennent donc le poids à charge, mais également vous avez souvent des ceintures dorsales en plus qui viennent en plus faire que le sac va appuyer sur 3 zones de votre corps. Donc vous pouvez donc transporter beaucoup de matériel. Juste inconvénient, forcément, vu qu'il est attaché de partout, votre sac, vous n'allez pas pouvoir y accéder facilement. Donc exemple également, on a pris là par exemple, on était parti faire des vidéos sur les marchés de Noël en Alsace, donc forcément on part quelques jours. On avait privilégié plutôt le sac à dos, ou comme je vous disais tout à l'heure pour New York, justement parce qu'on partait longtemps et qu'on partait après sur la journée. Ce qui fait que finalement, une fois qu'on avait notre optique avec nous et notre caméra, on n'avait pas forcément besoin de changer tout le temps. Ou alors, dans ce cas-là, on se prenait un petit vin chaud, on allait se poser quelque part et on changeait l'optique, on changeait de point de vue, et voilà. Avantage aussi du sac à dos, c'est que du coup, vous allez pouvoir mettre autre chose. Il n'y a pas forcément que pendant votre journée de prise de vue. Même le soir, pour transporter en voiture, vous allez pouvoir mettre un ordinateur, tous les chargeurs, les câbles et compagnie. Alors, il y a un petit souci sur les slides, on est revenu sur les sacs en bandoulière. Mais de toute manière, donc pour les slides, pour les sacs, ce qu'il faut retenir absolument, c'est que vous devez prendre un sac qui est adapté également au nombre de matériel que vous allez prendre et aussi au poids que vous êtes capable de porter finalement. Ne prenez pas un sac ou un trop gros sac si jamais vous savez que vous ne pouvez pas porter plus de 3 kilos. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met dans ce sac? Bon, déjà, on va mettre des appareils photo, enfin les appareils vidéo, la caméra. On va pouvoir également y mettre donc, tout le petit matériel, comme on disait tout à l'heure. Donc les chargeurs, les cartes mémoire, mais aussi tous les accessoires. Et du coup, là, je vais repasser la main à Guillaume qui va vous expliquer pour la caméra. Alors, on va reparler des caméras et des objectifs. Alors, on va rejouer avec le module de questions un petit peu. Alors, à votre avis, pour réaliser une sortie vidéo de 2 heures, est-ce que vous avez réellement besoin d'amener 3 boîtiers, 2 hybrides ou 2 compacts avec vous? Et autre question, avez-vous besoin d'amener vraiment tous vos objectifs avec vous? Alors, évidemment, la réponse est non, et vous l'avez dit dans les questions. Vous avez pas besoin de tout votre matériel. Cependant, voici ce que l'on peut vous conseiller, et quel que soit le type de sortie. Et ensuite, nous, on va vous conseiller un équipement plutôt réflexe, hybride, caméra amateur avancé, c'est-à-dire là où on peut faire des réglages manuellement. Premier objectif qu'on vous recommande, c'est un objectif à très grand angle ou à très grande ouverture. C'est idéal dans les conditions de lumière difficiles et c'est exactement moi une optique que je vais utiliser pour les portraits. Alors, en tant que vidéaste et ex-photographe, j'étais déjà équipé du 50 mm de chez Nikon. Alors, cette optique existe chez toutes les marques et elle coûte en général, alors pas le 1.4 mais le 1.8, euh, en général se trouve aux alentours de moins de 350 euros, d'accord, donc le 50 1.8. Et c'est l'optique que je vous recommande si vous voulez partir un petit peu serein, sans avoir tout le branle-bas combat derrière,
Voilà, un 51.8 ou un 51.4 si vous pouvez, c'est ce que j'utilise, c'est une des focales que j'utilise très souvent. L'autre focale qu'on utilise aussi un petit peu moins en tant que vidéaste, c'est le 85 mm 1.8, mais ça reste une très belle optique, une focale fixe, il n'y a pas de plage d'utilisation, ça reste une très belle optique pour des portraits. Ensuite, on en parlait tout à l'heure dans les questions, il y en a qui ont le GH4 avec le 12-35, on peut très bien utiliser un transstandard. Alors, moi j'ai très longtemps utilisé le transstandard, donc le 18-105 à l'époque chez Nikon, donc celui qui était fourni avec le kit de mon boîtier, d'accord. Ou alors, tout autre objectif où on va avoir un 24-70. Alors moi je suis pas un grand fan je suis pas un grand fan. J'ai pas fait le souhait d'avoir un 24-110, j'ai préféré avoir un 24-120 qui ouvre à 4. Ça me va très bien pour mon utilisation et je l'utilise quasiment en complément du grand angle. Donc voilà la photo du 18-105 du kit de base, donc ça reste une très belle optique, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas excellente comme pourraient le dire les tests, mais elle suffit largement pour débuter en vidéo. Alors moi je suis un grand fan issu de la photo, donc la macro, et la macro on peut très bien la reporter dans notre monde qui est la vidéo. Alors la macro, faut pas imaginer ça comme des insectes où on passe 3 heures à attendre au bord de la forêt ou au bord de la Seine. Non, pas du tout. C'est ce qui va vous permettre de mettre l'accent sur des tout petits détails et de les rendre énormes. Je prends toujours cet exemple-là, c'est typiquement quand on filme vous savez, la mousse qu'il y a sur une bière en général, les petites bulles en haut sont rarement visibles à l'œil nu. Enfin, en tout cas, de loin, elles sont rarement visibles. Quand on rapproche avec un objectif macro, on les voit en énorme et ça fait un champ de mousse plutôt très agréable à regarder et ça peut très bien alimenter un vidéo-reportage sur une soirée entre amis, sur un enterrement d'une jeune fille ou un enterrement d'une garçon. Voilà, donc on n'hésite pas à jouer du détail. Ça reste aussi et c'est mon optique de prédilection pour les portraits à moi, ça reste une très bonne optique pour les portraits, elle a un piqué excellent, elle a une ouverture constante à 2.8. Grâce à sa grande ouverture, on va pouvoir jouer avec la profondeur de champ et donc s'autoriser énormément de bokeh sur nos vidéos. Et voilà à quoi peut ressembler cette optique-là, donc elle fait quasiment la même taille que le 18-105 sans la partie zoom, mais tout ça parce qu'elle permet d'avoir une très grande ouverture. Alors, pour synthétiser tout ça, il va vous falloir une caméra ou un hybride ou un réflexe et un objectif à portrait et à très grande ouverture. Ensuite, il y a le consommable. Alors, ce que moi j'appelle le consommable, ça va être par exemple des batteries de rechange. Parce qu'en vidéo, si vous avez déjà suivi nos précédentes conférences, en vidéo, les batteries s'épuisent beaucoup plus vite qu'en photo. Ensuite, les cartes mémoire. Les cartes mémoire, c'est ce qui va nous permettre donc de stocker nos vidéos, toujours en avoir de rechange. Alors, est-ce que certains ont un problème de son? Apparemment, on ne m'entend plus. Alors, je pense que Guillaume n'entend plus rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous entendez Guillaume? Bah si. Bon, apparemment, un petit souci avec le logiciel, mais c'est pas bien grave. Donc c'est bon, apparemment, on va continuer. Donc je disais, en consommable, il vous faut une batterie de rechange si vous partez 2-3 heures. Si vous partez plus, essayez d'en avoir un petit peu plus. Si vous avez déjà suivi les masterclass, vous savez ce que je recommande en termes de batterie. Et donc voilà. Ensuite, carte mémoire, c'est toujours en avoir une petite, vous savez, pas plus de 32 Go, cela ne sert absolument à rien. Si vous la perdez, vous pleurez. Si vous la détruisez, vous pleurez. Et en plus, ça vous coûte plus cher. Donc voilà, pas plus de 32 Go.
Moi, j'utilise toujours des 16, ça me fait 1 heure de vidéo. Au moins, je suis serein. Et pour ceux qui utiliseraient les accessoires qu'on va voir juste après, donc en l'occurrence la torche à LED, voilà, des petites piles de rechange, c'est pas ça qui fait très lourd, profitez-en, ça vous permettra d'avoir un petit éclairage en plus. Et je vais passer la main de nouveau à Céline, si elle a récupéré, parce qu'en fait c'est elle qui avait perdu le son de tout à l'heure et c'est pas vous. Donc je lui passe la main pour les accessoires, et si vous l'entendez plus, vous me le dites dans les questions, moi je viendrai réparer son problème d'informatique. Oui, désolée, j'avais plus de son. Et, je me suis mis pas fait. Donc les accessoires qui peuvent être très utiles en vidéo. Le capot, enfin tout système qui vous permettra de stabiliser. Tout le monde m'entend d'ailleurs, comme ça du coup. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui vais prendre. Parce qu'apparemment elle a vraiment un problème de micro et que moi apparemment moi vous m'entendez bien donc on va rester là-dessus. Donc les accessoires et les trépieds. Alors nous on est fan d'un d'un type d'accessoire, c'est le mini trépied de chez Xori. Donc on a un des trépieds qui nous plaît beaucoup, c'est celui de Xori. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Euh, il est extrêmement petit, il est extrêmement léger et il est extrêmement agréable à utiliser. Autre accessoire, c'est le GorillaPod. Alors, si Céline faisait cette partie de la présentation, elle vous dirait qu'elle ne supporte pas cet accessoire-là pour la simple et bonne raison, c'est que j'a- j'apporte une grande confiance au GorillaPod. Alors, je précise pas ceux achetés sur eBay, s'il vous plaît. Les vrais GorillaPod, ceux achetés dans des boutiques marques certifiées, parce que j'ai découvert il y a 1 an et demi qu'il y avait énormément de faux sur eBay, ce qui est une très mauvaise idée parce que les petites rotules qui font que c'est un GorillaPod ne sont pas de la même qualité, ce qui fait que je connais certains vidéastes qui le regrettent aujourd'hui d'avoir voulu économiser quelques dizaines d'euros. Donc, profitez de... Voilà, un vrai GorillaPod tient le poids recommandé. Maintenant, voilà, si c'est une faisait de présentation, elle vous dirait qu'elle n'accepte pas de mettre notre matériel là-dessus. Donc, l'avantage de cette petite trépied ou de ces petits accessoires, c'est la possibilité de stabiliser votre appareil. Mais pas que. Ça va vous permettre de faire des photos, mais aussi des vidéos de groupe. Et c'est important ça. Il faut pas oublier que c'est pas parce que c'est vous qui réalisez les vidéos que vous n'avez pas le droit d'être dessus. S'il y a bien un truc, alors c'est un peu la mode du selfie, mais quand même, s'il y a un truc que vous devez prendre en compte dans un vidéo reportage de famille, par exemple, en l'occurrence les fêtes de fin d'année, vous devez apparaître dessus, sinon un jour ou l'autre, vous vous en voudrez. Donc vous vous débrouillez, vous prenez un mini trépied, vous demandez à quelqu'un de filmer, c'est pas grave, c'est pas la même qualité que vous, mais en tout cas, vous forcez à être devant la caméra pour que vous aussi, vous soyez intégré dans ce montage-là. Les autres accessoires que moi j'utilise, c'est la torche à LED. Alors c'est idéal tout simplement parce que la lumière qui est dessus est hyper diffusée et donc extrêmement douce. Autre avantage de ces petits équipements, c'est qu'elle s'accroche à la griffe de votre flash. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un équipement en plus pour l'utiliser. Vous le posez sur la griffe du flash pour les hybrides et pour les réflexes. Et pour les autres, pour les caméras donc de grand public, il y a aussi une griffe où on peut rajouter une torche. Il y a que sur les GoPro où on l'a pas, vous la transportez à côté, ça marche aussi bien. Autre accessoire, c'est donc les lanières. Alors, autant Céline et moi, on utilise ce genre d'accessoires, donc pas les lanières d'origine, je vous l'accorde, tout simplement parce qu'elles nous font extrêmement mal au cou quand on part régulièrement
en randonnée ou en balade. Donc on a fait le choix d'investir dans des lanières différentes qui s'accrochent sous là où on met le pas de vis. Donc soit pour les GoPro, on achète le petit support et on peut, soit sur les réflexes, il y a ce pas de vis en dessous qui est mis de base, sur les caméras aussi. Donc voilà, on utilise une lanière à part qui nous permet de l'avoir sur les hanches et non autour du cou. Donc ça nous permet d'économiser un petit peu nos forces quand on part très longtemps. Et les accessoires à ne pas oublier quand vous partez plusieurs jours, c'est le chargeur et l'ordinateur. Parce qu'il va bien falloir décharger vos vidéos. Donc, dernier petit conseil, et celui-là, je pense que la partie qu'on va attaquer là vaut son petit pesant d'or. Ne faites jamais votre sac en 5 minutes avant de partir. Prenez le temps de le faire. Et j'insiste là-dessus parce que je ne compte plus le nombre de fois où déjà nous on s'est fait avoir, c'est-à-dire qu'on avait laissé sur le chargeur les batteries chargées juste avant de partir et au moment de partir, arrivé sur les lieux de notre randonnée, on s'est rendu compte que les batteries étaient restées en charge à la maison. Donc prenez le temps de faire votre sac avant, vous sortez tout du sac et vous mettez tout sur une table. Vous le videz mais intégralement. Et une fois que tout est sur la table, vous commencez à remplir votre sac. Ne partez jamais du principe qu'un accessoire est déjà dans le sac. Vous videz tout et vous recommencez. Et si vous avez oublié un truc que vous n'êtes pas sûr, et vous recommencez une deuxième fois. Maintenant, un petit conseil sur les réglages. Donc avant même de faire partie d'une sortie vidéo ou de votre réveillon, vous réinitialisez tous les réglages du boîtier. Alors pas tous les réglages de configuration, mais vous réinitialisez les ISO, la vitesse et l'ouverture. Vous vérifiez les modes, donc soit mode manuel, soit mode auto, soit mode euh, priorité ouverture. Vous vérifiez que la résolution et le nombre d'images par seconde, donc FPS pour nombre d'images par seconde et résolution. Vous faites attention avant de partir que c'est bien les réglages que vous voulez. Vous faites pas surprendre à avoir de la mauvaise qualité, donc du 640 par 480, 120 images par seconde, alors que vous allez faire une magnifique balade en haut de l'Etna, par exemple, éviter ce genre de choses-là. Et vous avez déjà une idée des vidéos que vous avez envie de faire. Alors si vous suivez un petit peu le blog depuis quelques temps, on a lancé le calendrier de l'Avent. Dessus, on vous donne tous les conseils qu'on fait, nous, au quotidien, pour ne pas oublier nos idées. Et en tout cas, pour nous permettre de réaliser nos vidéos. Et les deux premiers conseils qu'on peut vous donner, c'est les premiers articles, c'est un stylo et nos Moleskine, c'est-à-dire qu'on est fan de cahiers. Et avec ces cahiers, vous prenez quelques minutes dans la voiture, dans l'avion, dans le train, pour réfléchir à un petit storyboard. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à essayer plein de choses. Vous vous dites, bah voilà, donc là je vais à Noël, et je vais faire 15 secondes de par exemple moi en train de me filmer en train de charger les cadeaux dans la voiture, à condition qu'il n'y ait pas d'enfant évidemment, hein. Enfin pas d'enfant qui n'y croit plus, pardon. Après je vais faire 10 secondes de circulation, c'est-à-dire que je vais filmer la voiture, moi le compteur, on fait attention à respecter les règles de sécurité quand même. Et après, voilà, il y a 10 secondes ou 5 secondes d'arrivée dans la famille. Après, je filme le sapin de la famille. Et ça va très vite à écrire, ça prend même pas 10 minutes. Et ça vous permet d'avoir les idées très claires quand vous arrivez chez vos invités, ou en tout cas quand vos invités arrivent chez vous. Alors, un dernier petit conseil en or. Ne partez pas avec un sac trop chargé. Et surtout, optimisez l'espace. C'est-à-dire que vous devez le ranger, équilibrer les poids. Il ne faut pas qu'il y ait tout le poids à droite du sac et rien à gauche. Faites attention à bien optimiser l'espace à l'intérieur pour que le poids soit harmonieusement placé. Et dernière chose, lancez-vous des défis. Alors, quel type de défi on peut se lancer? Par exemple, de partir avec qu'un seul objectif.
Vous dites, bah voilà, là je vais faire les magasins avec les enfants, ou je vais faire les magasins avec ma copine, et ben je ne prends que je sais pas moi, mon compact, après tout. Ou je prends que mon smartphone. Bon, attention au smartphone par contre en basse lumière, mais voilà, je prends que des choses comme ça. Mais lancez-vous des défis, faites-vous plaisir. Sortez de chez vous et lancez-vous des défis. L'avantage, vous donner cette contrainte-là, c'est que vous serez obligé de faire avec. Et vous serez obligé de bouger et de consommer, alors ça c'est la petite blague, toutes les calories que vous allez avaler pendant les fêtes de fin d'année. Donc lancez-vous des défis et en plus vous allez pouvoir économiser sur la balance. Dernière petite chose et cette masterclass sera donc terminée. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la newsletter Maîtriser la vidéo. Comme ça, vous pourrez récupérer notre ebook qui est gratuit, donc qui fait 50 pages et qui vous donne tous les conseils pour bien réaliser vos vidéos. Alors, en général et pas que pour les fêtes de fin d'année. Donc, on va prendre quelques questions et puis on mettra après tout simplement fin à cette présentation. Je vais juste aller boire un petit peu d'eau en attendant de vous laisser me poser vos questions. Alors, des conseils de réglage pour les Nikon D7100. Alors, j'ai pas de conseils de réglage à vous donner. Tout ce que je sais, c'est que ces boîtiers-là, alors autant les photographes sont très contents d'avoir plein d'ISO, autant nous, le problème, c'est qu'on n'a pas des logiciels comme Lightroom qui vous efface les défauts ou Photoshop qui vous efface carrément des poteaux. Nous, on a une contrainte, c'est que nous, c'est une image animée, c'est-à-dire qu'un photographe qui fait une photo, d'accord, nous, dans la même seconde, on en fait 25, minimum, entre 24 et 25. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à essayer au maximum de ne jamais, n'importe quel type d'équipement aujourd'hui, donc que ça soit un D800, en fond, par exemple, D750, je suis assez partisan de pas trop monter. En général, moi, mes réglages maximum en ISO, en extérieur, c'est 800. J'estime qu'après, je suis peut-être enfin voilà, si c'est inscrit dans un montage plus global, pardon, il faut imaginer que à un moment, ça va être hyper piqué, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de défaut de lumière. Et si c'est pour juste derrière mettre une vidéo de 3 secondes avec un bruit monstrueux, ça sert absolument à rien. Donc voilà, favoriser des ISO au maximum 800 et pas plus. Est-ce que tu utilises le son dans tes vidéos de Noël? Ouais, j'utilise le son. Alors, je sais pas s'il y en a qui étaient là aux conférences que j'organisais au dernier salon photo et vidéo sur Paris, mais pour moi, la vidéo, c'est un art audio-visuel. Donc, si c'est pour me mettre une bande son téléchargée sur YouTube, et de toute façon, votre vidéo sera visible que dans 2 pays qui ne s'intéressent pas aux droits d'auteur, hormis le fait que si vous mettez une musique hors droit d'auteur, enfin, Creative Commons, pardon, voilà. Euh, Essayez de capter du son, donc les rires des enfants, le bruit du papier qui se déchire, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil? Le bruit de la rue quand il fait froid, le bruit d'un feu de cheminée. Alors j'ai entendu dire que sur Paris il y avait des choses qui avaient été modifiées, mais voilà. Euh, Essayez de capter un petit peu de son et de l'intégrer dans votre montage, tout simplement pour donner la dimension vidéo à votre sujet, tout simplement. A-t-on le droit de tout filmer? Alors, je peux pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas juriste. Euh, Par exemple, je sais très bien qu'on ne peut pas filmer la tour. On peut filmer la tour Eiffel de jour, mais on ne peut pas filmer la tour Eiffel de nuit quand l'éclairage est allumé. Donc voilà, c'est un des exemples que je connais autour de moi. Mais honnêtement, je pense pas qu'on a le droit de tout filmer, comme le fait qu'on n'ait pas le droit de tout photographier. Après, ça dépend de ce qu'on souhaite faire ou pas au niveau légalité. Donc, je peux pas répondre à cette question. Je suis désolé, Charlotte, mais je pense que ça c'est à l'appréciation de chacun et à la loi de chacun.
Voilà, voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Il n'y a pas trop de questions, donc on va s'arrêter là. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Alors si, petite info en exclu quand même pour ceux qui me font le plaisir d'être là ce soir. Euh, Personne ne sait à part vous, en fait il y a une nouvelle présentation qui aura lieu semaine prochaine, je crois, sur comment on règle son internet et qu'est-ce qu'on peut filmer quand on arrive sur place. Donc en gros, ce que je vous disais tout à l'heure sur le scénario, je vais vous aider et on se revoit la semaine prochaine si vous voulez vous inscrire. Restez à l'écoute de vos emails. Je vous explique comment écrire un micro-scénario et quels plans sont à ne pas louper. Voilà.